la remise des prix Printemps numérique. 55 innovateurs ont candidaté cette année. 7 ont été distingués par un jury présidé par Bernard Benamou, qui remettra tout à l'heure le prix de l'économie, et un certain nombre de personnalités qualifiées, dont certaines que vous allez retrouver à cette tribune. Sans plus attendre, alors nous on a un coup de cœur pour l'Oise, Monsieur le Président, mais c'est vous qui allez remettre le prix coup de cœur et je vous invite à me rejoindre sur scène. Donc en cette période de festival de Cannes, je vais vous faire une petite mise en scène avec une enveloppe et avec une toute petite carte qui comporte un nom et une initiative à chercher dans cette grande enveloppe. J'y vais. Absolument. Eh bien, il s'agit de, pour ce coup de cœur isarien, la terre des rois de France, mais aussi de l'Empire, et aujourd'hui de la République numérique. Il s'agit de Joël Rubineau pour Apicube. Bravo. Félicitations, et j'ai plaisir à vous remettre ce prix. Merci. Alors, Monsieur Rubineau, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette application? Puis, Monsieur Rome, pourquoi ça vous a particulièrement intéressé, cette démarche conduite par Joël Rubineau? Le micro fonctionne? Oui. Donc Apicube est une société qui travaille dans le domaine du social media analytics. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais pour simplifier à l'extrême, pour reprendre quelques propos de Monsieur Benamou, je dirais que l'Internet 1.0 connectait des pages et a vu l'émergence de sociétés telles que Yahoo, telles que Google. L'Internet 2.0 a connecté des personnes avec l'émergence de sociétés telles que Facebook, Twitter. Et l'Internet 3.0 ne connecte pas des pages ou des personnes, mais va connecter des données, des datas. Ce que M. Benamou précisait, les objets vont être connectés à Internet, mais ces objets vont générer énormément de données. Alors nous, ce que nous faisons, nous récupérons l'ensemble de ces données qui se trouvent sur Internet, que ce soit des tweets, des pages Facebook, des blogs, des médias, des commentaires, des forums de discussion, toutes les informations publiques. Et à partir de ces informations, nous sommes capables de dire qui parle de quoi, est-ce qu'ils en parlent en termes positifs ou négatifs, où est-ce qu'ils sont localisés, est-ce que ce sont des hommes, des femmes, etc., etc. Et cette information est extrêmement riche pour les entreprises qui peuvent les utiliser pour mieux servir finalement les consommateurs, leurs clients. Et dans le cadre du projet que nous avons présenté, c'est la mairie de Toulouse, la ville de Toulouse, qui a souhaité utiliser ce type de technologie pour mieux comprendre les attentes des citoyens de la ville de Toulouse. Il faut savoir que Toulouse est une ville qui est très congestionnée d'un point de vue trafic. Le maire de Toulouse a décidé de mettre en place un tramway, sauf que lorsqu'on intègre un tramway dans une ville, on est obligé de faire des travaux et donc on va générer des problèmes additionnels de trafic. Et donc prendre le pouls de 750 000 habitants de la communauté urbaine de Toulouse, analyser leurs besoins au travers on a analysé à peu près 2 millions de documents sur une période de 1 an, nous a permis de comprendre finalement l'impact social de l'intégration de ce tramway à l'intérieur de la ville de Toulouse et bien entendu d'étendre cette étude non pas uniquement sur la partie je dirais transport, mais également sur la partie sociétale, la partie sécurité, la partie gestion administrative, la partie culturelle, etc., etc. Merci. Donc ça permet de prendre en fait cette analyse. Oui, je vais Merci Joël. Effectivement, c'est un outil d'empathie entre les élus et le territoire. Ben, c'est Monsieur Météo numérique, puisqu'il est capable, en compilant toutes les données, d'être prédictif et d'indiquer une meilleure connaissance de tout ce qui peut se produire dans la ville. En plus, il a choisi, son accent en parle, la ville rose, et il a travaillé pour un ami, Pierre Cohen. Il était juste et bon que ce prix, ce coup de cœur, aille à la ville rose et à quelqu'un qui a quitté, non pas une start-up, mais une grande entreprise dont on a parlé hier, IBM, pour s'intéresser à la compilation et à l'exploitation de toutes les données. Je suis fier de vous remettre ce prix. Merci, merci Monsieur le Président. On va vous remettre votre prix tout de suite. Un cadeau spécial du territoire isarien. Wow. C'est un livre qui s'appelle Oise, cœur de France. Merci. Et la France a du cœur. Je vais faire la bise.
Écoutez, je suis très touché. Je sais qu'il faut faire vite, mais je vais simplement dire un petit mot pour conclure. On a utilisé cette technologie sur les événements malheureux liés au trophée du PSG. BFM s'en est fait l'article ce matin, Stéphane Soumier dans son interview. Si on avait regardé ne serait-ce que Twitter avant d'aller remettre le prix au PSG au Trocadéro, on aurait vu... Non, c'était pas un prix, c'était une coupe. C'était une coupe, oui, pardon. Moi, je suis rugby, donc on aurait vu que en fait tout était déjà annoncé et que les éléments perturbateurs qui sont loin d'être des supporters avaient annoncé ce qu'ils voulaient faire. Il suffisait simplement de regarder Internet avec les bonnes technologies. Voilà, et on l'a fait. Merci Joël. Merci en tous les cas. Président, on vous retrouve tout à l'heure pour le mot de la fin, si vous le voulez bien. Et j'appelle tout de suite sur cette tribune Christian Delon d'Atout France pour remettre le prix Tourisme. Bien, alors on a dit que le tourisme était un activateur des usages numériques. Alors j'imagine qu'on a un candidat qui est lauréat et qui est un gros activateur des usages numériques que je vais On va voir ça tout de suite avec vous. Alors, il s'agit de Monument Tracker et j'appelle Jean-Jacques Lautermoser qui a aussi, parce que ça c'est grâce à Facebook, aujourd'hui célèbre son anniversaire. C'est vrai? On sait tout. Bravo. Voilà. En deux mots, monsieur Lautermoser, qu'est-ce que Monument Tracker? En deux mots, vous l'avez vu. En deux mots, on est parti d'une frustration qu'on a tous vécue, c'est quand on voyage et quand on admire des monuments, on sait rarement de quoi il s'agit, ou en tout cas on ne connaît pas son histoire. Et de l'autre côté, on a des services municipaux qui ont des archives colossales. Et donc on s'est amusé à approcher les villes et leur demander de publier ces contenus-là. Donc d'où la naissance de Monument Tracker. Et donc l'idée étant que l'individu n'a pas son œil rivé sur son mobile, il est en général dans la poche, et c'est donc un système qui recherche automatiquement, qui fait une recherche en géolocalisation permanente avec du push, et il vous notifie à chaque fois que vous passez devant un monument historique ou un bâtiment, une façade classée, quelque chose qui présente un intérêt, il vous révèle l'histoire de ce monument. Voilà. Donc on a été, pour nous c'est une belle récompense, on a été lauréat en 2012 au niveau européen, et la version Brad maintenant qu'on a créée avec un avatar, donc un personnage qui s'adresse également aux familles, donc il y a une chasse au trésor interactive avec de la géolocalisation, avec des énigmes à trouver, trouve son public puisqu'on espère cette année atteindre 1 million d'utilisateurs. Et donc on vous télécharge là-dessus? Absolument, sur iPhone et Je sur tape Android. Monument Tracker. Voilà, et vous le trouverez sur Apple et sur Android. Un nouvel exemple de croisement entre le tourisme et le patrimoine. On voit bien que la culture et le tourisme ont toujours eu des atomes crochus. Ça vous inspire quoi, Christian Delon? C'est plus que des atomes crochus. Aujourd'hui, la culture et le tourisme sont dans le même combat. On voit bien que là, on est dans le 3.0, puisque là, on accroche la data autour du touriste. Et le touriste, en fait, étant dans une phase plus fragile dès lors qu'il voyage, dès lors qu'il est en mobilité, il est le cobaye, si j'ose dire, le plus affirmé pour les nouveaux usages et les nouveaux applicatifs numériques, parce qu'en discutant avec Jean-Jacques tout à l'heure, on a vu que même dans des usages d'habitants, d'urbanité, si j'ose dire, il pouvait y avoir des usages tout à fait intéressants de ce type d'applicatif. Donc bravo en tout cas à Jean-Jacques, qui nous vient, on ne l'a pas dit, de la Riviera, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, de Cannes précisément. Donc c'est normal, deuxième région touristique, troisième, c'est après le Rhône-Alpes, mais troisième région touristique, Côte d'Azur, bien représentée ici au travers de Monument Tracker. Merci, on va vous remettre votre prix et vous applaudir. Merci beaucoup, merci Christian Delon. Pour le prix culture, je vais appeler Jean-Paul Doué donc à me rejoindre sur cette tribune et je vous confie la révélation de l'élu. Alors, il s'agit de Christophe Sibieude pour Short Édition. Bienvenue Christophe, merci d'être avec Bonjour. nous. Alors racontez-nous. Alors Short Edition, c'est une maison d'édition nouvelle génération qui anime une plateforme littéraire
participative dédiée au format court et à la révélation de talent. Donc par format court, on entend tout ce qui se lit en moins de 20 minutes, des nouvelles, des micro-nouvelles, des BD courtes jusqu'à 12 cases et des poésies ou des slams. Et par révélation de talent, on considère qu'il y a un besoin d'ouvrir le monde de l'édition qui est assez fermé, et que comme il y a 6% des Français qui pratiquent l'écriture, il y a besoin d'animation. Donc on organise chaque saison, donc en permanence, un prix littéraire dans chacune des catégories, avec une sélection par la communauté de grands lecteurs qui fait le travail de pré-sélection, donc de comité éditorial, et puis ensuite une sélection pour attribution des prix. Voilà, et on part du smartphone et on arrive à la revue papier. Donc on passe de l'édition numérique, l'ordinateur, le smartphone, la tablette, le livre numérique avec la liseuse et le papier qui fait partie du modèle économique de short édition. Voilà. Monsieur le vice-président, ça vous inspire quoi? On a vu avec MySpace se développer des communautés autour de la promotion de talents. Enfin, on est complètement dans le bottom-up. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement la culture est appropriée par les communautés. Ça vous inspire quoi, cette démarche appliquée à l'écriture? Bien, on a évoqué surtout la culture numérique tout au long de ces 2 journées, mais le numérique dans la culture existe déjà dans l'Oise avec des actions autour de la médiathèque, autour des archives départementales. Et puis, ce prix Short Édition va dans l'esprit dans lequel nous travaillons aussi autour de l'édition, puisque nous avons un programme spécifique pour aider les auteurs locaux. Et donc, nous avons une aide à l'édition. Et je pense que ce prix montre que le département de l'Oise va pouvoir aussi s'inspirer de ce prix pour mener encore une action envers les auteurs. Vous allez faire tâche d'encre. Voilà. Bravo, Donc, on va vous remettre votre Je vous remets prix. Short, le 4e numéro de notre revue. Voilà, et on est très heureux parce qu'il y a un mois, on était dans les 100 startups du magazine Challenge, Ouais. dans les 100 startups 2013. Et là, on voit dans l'attribution de ce prix la reconnaissance. Et à la fois, le format court est un format qui, au plan littéraire, a de la valeur, alors qu'il est très mal considéré dans l'édition française, à tort. Et d'autre part, que la logique d'ouverture du monde de l'écriture a une nécessité, puisque à côté des jeux, des utilitaires, des réseaux sociaux, sur les terminaux, il y a besoin de contenu court. Et il y a 60 ans, l'innovation majeure, c'était le livre de poche. Hein, on faisait sortir Victor Hugo des rayonnages brochés, des ouvrages brochés, des rayonnages de la haute bourgeoisie qui était instruite, pour la mettre sur les books, les bouquins je cherche mes mots, pardonnez-moi, mais des GIs démobilisés, le mot m'échappe, enfin les livres de poche qui étaient assimilés à du papier H, faut être très clair. Donc l'innovation majeure, c'était de passer de l'ouvrage broché à l'ouvrage poche très peu cher. Et il nous semble que l'innovation de demain, c'est de passer au format court, et que on passe par la révélation de talent aujourd'hui, mais que dans quelques années, les grands auteurs iront aussi sur le format court. Merci, Voilà. on vous remet votre Arrivé. prix, on vous applaudit. Merci beaucoup. Je veux bien la petite photo, moi aussi. Hein. Je partais avec ma petite photo. Hein. On vient de Grenoble, on est une start-up grenobloise. Sans plus attendre, je vais demander à Pascale Luciani-Boyer, adjointe au maire de Saint-Maur-des-Fossés et représentante de l'AMF au CNN, de me rejoindre ici. On va rester par là, on va rester pas très loin, parce que j'ai un petit peu une idée de qui est le lauréat. Donc, Pascal, si tu échappes, si tu veux bien, le prix citoyenneté. Donc j'ai le plaisir d'appeler Monsieur Damien Birambeau pour J'accède. Alors, avant que vous puissiez décrire ce que cet objet, enfin en tout cas l'application mobile permet, moi je voudrais d'abord rappeler que tout à l'heure, lors de la table ronde, nous avons évoqué beaucoup de sujets qui ont trait à ce que vous allez évoquer tout à l'heure. Et le premier d'entre lui, c'est l'aspect bottom-up. On a rappelé à plusieurs instants tout à l'heure qu'il fallait que les usagers, les citoyens, s'approprient les usages, et notamment les personnes en situation de handicap. Et je crois que ce que vous proposez ici est la matérialisation de ce pilier
impliquer les usages numériques dans la transformation des modèles. Et puis, il y a bien sûr le côté mobile qu'on va retrouver, le côté géolocalisation qui est fondamental. Et on attend le dernier sujet qui a été très justement rappelé par notre ami Bernard Benamou, qui est celui de l'interconnexion avec les objets. Peut-être que celui-ci va intervenir dans le futur. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour cette application que je trouve extrêmement porteuse d'espoir et d'avenir pour cette citoyenneté qui émerge par le numérique. Donc, je vais dire quelques mots. Donc, écoutez, je suis ravi de ce prix. Il s'agit bien de l'application J'accède mobile qui permet de connaître les lieux accessibles à proximité. Mais il ne s'agit pas juste d'une application pour rendre service aux personnes handicapées, il s'agit de l'ensemble des personnes à mobilité réduite. Et au sens large, il y a un tiers de la population qui est concernée. C'est pour vous dire tout l'enjeu qu'il y a derrière cette application. Donc il s'agit de décrire l'accessibilité, par exemple, d'un restaurant, donc il peut être de plein pied, avec des toilettes accessibles, mais on peut aussi dire, ce restaurant, il y a une marche qui fait 7 cm, mais les toilettes sont aménagées, ou c'est de plein pied, mais les toilettes ne sont pas aménagées. Donc l'idée, c'est que chacun puisse décider, en fonction de sa mobilité, de se dire, est-ce que oui ou non, ce lieu est accessible pour moi? Parce que chacun a ses critères. Par exemple, moi, si je vais dans un restaurant, je n'ai pas besoin d'un menu en braille, mais j'ai besoin que ce soit de plein pied. Donc on s'intéresse aussi à toutes les formes de déficience, y compris les déficiences visuelles. Et donc cette application, on est une petite association, on a pu le développer grâce au prix Proxima Mobile qui nous a permis d'embaucher un développeur. Et on a un développeur extraordinaire qui a fait des prouesses et qui a développé la deuxième version de l'application J'accède mobile sur iPhone et Android. Et là, on travaille sur un enjeu fabuleux, ce serait de pouvoir retrouver les informations de j'accède.com sur d'autres plateformes mobiles ou Internet. Par exemple, mon rêve, c'est que dans un site comme TripAdvisor, on puisse retrouver un jour un onglet accessibilité, mais qui décrive précisément l'accessibilité, parce que le petit pictogramme fauteuil, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis quand je vois le pictogramme fauteuil avec accompagnateur, je ne comprends plus rien du tout, parce que de toute façon, j'ai besoin d'un accompagnateur. Donc voilà, donc c'est pour dire que notre démarche se veut universelle. Et s'il y a des personnes ici dans la pièce qui veulent nous donner un coup de main justement pour qu'un jour on retrouve l'accessibilité sur d'autres plateformes mobiles ou web, eh bien je leur ouvre grand la porte. Voilà, merci beaucoup. Bravo. On va vous remettre votre prix. On va faire la photo. Merci beaucoup, Damien. L'accessibilité est un combat de tous les jours. C'est vrai que vous avez, pour arriver jusqu'à cette salle, vous avez traversé de nombreuses salles impériales. Mais c'est pas si simple. Merci encore et je crois qu'on peut encore vous applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup, Pascal. Et merci de défendre la voix des communes au Conseil national du numérique. Un grand besoin. Je vais demander à Christian Dubosc de me rejoindre pour remettre le prix Santé Solidarité. S'il vous plaît. Alors, l'enveloppe. Oui. Je vous piège parce que je vous donne le micro d'abord. Oui, ça, vous avez... oui. Mais allez, je vous débarrasse. Attendez, voilà. Bonne idée. On n'est pas l'habitude des festivals. Donc. And the winner is... Alors, oui, parce que d'habitude, il y a des nominés, etc. Voilà. Là, aujourd'hui, on va Nous, on va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Alors donc, le prix de cette catégorie est déjà bien nommé, puisque l'association ou le projet s'appelle Le Fil Solidaire, et le prix sera remis, je pense, à Georges-Pierre Sella, qui est présent. Et qu'on peut applaudir. Qui représente... je crois notamment une collectivité territoriale. Il va nous en dire plus, Voilà. monsieur Sella. Tenez. Qu'est-ce que le fil solidaire? D'abord, merci au jury, pour commencer.
Le fil solidaire travaille dans le champ de l'innovation sociale depuis 2004. L'innovation sociale dans le domaine des télécommunications. On a beaucoup parlé d'Internet, là on parle de la téléphonie sociale. La téléphonie sociale, c'est tout simplement permettre l'accès gratuit aux communications téléphoniques pour les personnes en situation de précarité, isolées ou exclues. Donc là, c'est le prix santé, solidarité. Il faut savoir que beaucoup de personnes en situation de pauvreté ont également des problématiques de santé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces personnes-là, pour la grande majorité d'entre elles, n'ont pas accès aux offres de téléphonie sociale ou aux offres low cost. Pour une raison assez simple, c'est que ces offres low cost sont accessibles. Enfin, low cost, c'est frais en free, offre free, oui, c'est 2 €. Enfin, BNU, etc., etc. Ces offres sont accessibles sur Internet et en poste payé. Et ces publics-là, majoritairement pour elles, n'ont pas accès à Internet. Et souvent, sont en exclusion bancaire. Il y a quand même 6 millions de personnes en France en exclusion bancaire, donc elles n'ont pas accès à ces offres low cost. Donc, elles ont recours à des cartes prépayées qui coûtent très cher. Le CNLE a mis en évidence que là où nous avons, par exemple, dans notre budget, le poste télécom représente 4%, pour les personnes en situation de pauvreté, ça peut aller jusqu'à 30%. Donc ça impacte gravement le reste à vivre. Et le fil solidaire, ça se matérialise comment ? Alors le fil solidaire développe des solutions innovantes de télécommunication, notamment le dernier dispositif de téléphonie sociale, qui est une ligne téléphonique dématérialisée, qui est brevetée à l'INPI, donc c'est une véritable innovation. Et ce dispositif est proposé aux collectivités territoriales, conseils généraux, missions locales, CCAS, pour être offert aux personnes en précarité, pour que là, en l'occurrence, elles puissent disposer d'une ligne téléphonique dématérialisée, qui ne nécessite pas d'être accordée à une adresse d'installation, comme dans le cloud, je dirais. Et avec ça, la personne, pendant 6 ou 12 mois, peut recevoir des appels téléphoniques et également entre 2 et 4 heures par mois pour pouvoir téléphoner, pour appeler un médecin, pour pouvoir être joint par un médecin, pour pouvoir chercher un travail à Pôle emploi, pour appeler la CAF, etc. Enfin, vraiment, les usages fondamentaux, basiques des télécommunications. Et, un petit mot encore, ce dispositif également intègre du contenu, les modules de coaching, les informations sur la santé. Voilà. Donc ça, c'est le travail quotidien depuis presque 10 ans des équipes du fil solidaire. Et tout ça tient dans la poche. Et dans le cœur. Oui. Merci. Monsieur Dubosc. Pour se connecter, il faut faire quoi concrètement ? Alors, sur le service donc, qui a été primé, qui est le dispositif le plus abouti, la personne va recevoir de la collectivité une carte avec un numéro de téléphone personnel. Parce qu'il faut savoir que le besoin de l'usager en difficulté, c'est d'avoir du crédit, ce qui va de soi. Par contre, ce qui est beaucoup plus méconnu, c'est le besoin de la collectivité, c'est de pouvoir le joindre. Or, Pôle emploi a fait le constat que plus de 30% des demandeurs d'emploi ne répondent pas au téléphone. Et majoritairement, pour ceux qui sont les plus en difficulté, c'est parce qu'ils ont changé de numéro de téléphone. Donc, ils deviennent injoignables. Et donc, avec ça, ils vont avoir un numéro de téléphone pour être joint par un professionnel de santé, par exemple, et du crédit pour appeler. Et donc, c'est très simple. Quel que soit le terminal, l'idée, c'est que quel que soit le terminal, ça fonctionne sur un portable, un téléphone fixe, en ligne restreinte, une cabine téléphonique. Voilà. C'est vraiment simplissime. La personne fait son numéro de téléphone en 09, plus un code à 4 chiffres. Simplicité. Merci. Voilà. Merci Monsieur Célan. On va vous remettre votre prix. Merci beaucoup. La photo avec Monsieur Dubosc. Laissez votre micro. Merci à tous les deux. 30 000 personnes en France bénéficiaires du fil solidaire. Merci beaucoup, messieurs. Sans plus attendre, pour remettre le prix éducation, je vais demander à Marco Diani de me rejoindre. Marco, si tu veux bien revenir sur cette tribune que tu as occupée avec brio hier après-midi et te livrer à cet exercice consistant à ouvrir une enveloppe et à en tirer un petit papier. Il n'y a rien ? Alors, j'appelle Pascal Branger pour mascotte.
mascotte qui est exposée dans le démocamp. Pascal, si vous voulez bien nous dire en 2 mots, comme vous l'avez vu faire, ce qu'est Mascotte, puisque c'est une longue histoire, Mascotte, un produit qui évolue dans le temps, ceux qui sont allés au démocamp ont pu voir à quel point c'était assez bluffant, mais le point de départ, et aujourd'hui, vous en êtes où et vos perspectives? Alors, Mascotte, c'est une société qui a été créée par 2 enseignants pour faire au départ du contenu éducatif. Donc on a démarré d'abord en tant qu'auteur, on a fait les premiers produits multimédia en 98-99. Ensuite, on a créé la société en 2004 et on a évolué ensuite vers le matériel. On a équipé la première école en France de tablettes numériques en 2010. À l'époque, les enseignants se demandaient qu'est-ce que c'était cet outil, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, est-ce que ça allait être utile. Et ça nous a amené à nous poser la question, la problématique du tactile. Parce que lorsqu'on est sur du tactile, eh bien, l'interface va changer. Les enseignants, première application qui nous avaient demandé de leur développer, c'était pour initier les enfants en l'anglais en CP grande section. Et on avait défini avec eux le logiciel, donc ils nous avaient dit on voudrait un imagier, et quand l'enfant clique sur écouter, il entend le son, ensuite il s'enregistre, et puis on voudrait surtout qu'il puisse se réécouter, parce que souvent on lui dit tu as mal prononcé, mais jamais il s'est entendu. Donc on fait l'interface avec eux, et puis l'enfant voit la pomme, il veut écouter, il appuie pas sur le bouton écouter, lui il tape au milieu de la tablette, alors que c'était nouveau, ils connaissaient que les téléphones de leurs parents, mais tout de suite ils ont eu le réflexe, et ils ont tapé au milieu de la pomme, et là rien. Après, pour faire passer les images, il y avait un bouton à droite et à gauche, et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça. Et en fait, à travers cet exemple, ce que je vais vous montrer, c'est que dès qu'on parle tactile, eh bien ça implique que tous les contenus qu'on va mettre sur ces interfaces doivent être pensés pour du tactile. Et on ne peut pas simplement transférer ce qui était sur notre ordinateur sur ces interfaces, parce que la navigation est beaucoup plus intuitive, donc ça amène cette réflexion. Et ça nous a amené à répondre à un appel à projet du ministère l'an dernier, dans les projets e-éducation, et on a voulu répondre sur la problématique du tactile, et en rentrant non pas sur un seul device qui était la tablette, mais sur le tactile dans la classe. Alors c'est peut-être le prof de bio qui va dire ça, mais on voulait prendre l'écosystème tactile, parce que dans une salle de classe, on a des tableaux interactifs qui sont tactiles, on a des tablettes qui sont tactiles, et on a des tables, maintenant c'est ce qu'on vous présentait sur le démocamp, qui sont tactiles. Et l'idée dans le projet, c'est de faire communiquer facilement ces objets entre eux, parce que l'enseignant ne doit pas être informaticien, donc il faut que quand j'ai de l'information, elle puisse passer facilement de mon tableau à ma table, à ma tablette, et éventuellement aller sur le NT, parce que c'est le lien avec la maison. Il faut donc développer du contenu où on réfléchisse sur l'ergonomie. Donc dans le projet, on a un consortium, on a le commissariat à l'énergie atomique et ses ergonomes qui vont travailler là-dessus. Et le troisième axe, c'est la table tactile. Alors ça, c'est un peu comme la tablette il y a 3 ans. On se dit, est-ce que c'est bien utile ce truc-là? C'est très nouveau. Ce qui nous paraît très intéressant, c'est qu'avec la table tactile, on n'oppose plus le réel et le numérique. Ils se complètent. Sur la table, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va reconnaître des objets réels. Alors on avait un exemple d'application pour des grandes sections CP. On pose un objet du quotidien de l'élève et la table va faire apparaître les syllabes qui correspondent à cet objet, et les enfants vont travailler à plusieurs pour reconstituer le mot. Donc on a le côté collaboratif qui est important en classe. Dans les salles de sciences, les paillasses, elles sont rangées en rang d'oignons, et dans les programmes scolaires, on dit aux enseignants, il faut faire travailler vos élèves par groupe. Mais ils ne peuvent pas parce que les salles sont vissées au sol. Et si on a des îlots de travail avec des tables tactiles à l'intérieur, là on peut travailler et concevoir à plusieurs. Donc c'est un petit peu l'idée du projet. Marco, qu'est-ce que ça vous inspire, cette connaissance qu'on peut tripoter avec les doigts? Je n'ai pas l'habitude, mais ça m'inspire 2 choses. L'une, c'est que j'ai trouvé vraiment une très bel objet, très belle application, très fascinante. La deuxième chose que voir votre application, votre objet complexe numérique à l'œuvre, m'a fait penser que ça peut aller bien au-delà de l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, on va parler d'autisme. Ça peut être, par exemple, un excellent outil pour communiquer plus facilement avec des publics particuliers. Et troisième chose qui
qui m'a été inspiré. Je pense que vous le verrez bien, j'espère, que vous trouverez aussi d'autres formes d'application sur une autre axialité. C'est-à-dire que pour l'instant, tout est à plat. Et je me demandais si, à un moment donné, on ne va pas aller vers de l'incliné, de l'oblique, etc. Et puis, un point de détail personnel, vous savez combien j'ai pesé pour vous attribuer le prix. Donc, vous avez l'adresse pour livrer le prototype. Hein, vous n'oubliez pas, parce que sinon, hein, ça va pas le faire. Il n'est pas arrivé. Okay. Merci, bravo, on vous applaudit, on vous remet votre prix. Marco va repartir avec une parabole satellite, une table tactile, un lit connecté pour la téléconsultation et toutes les enveloppes. Merci beaucoup, merci messieurs. Je vous invite à rejoindre la salle. Juste la photo, on va enlever le micro. Et pour terminer cette remise de prix, je vais appeler Serge Pélisser à me rejoindre pour remettre le prix économie. Cette saison, on a beaucoup parlé d'économie ce matin. Je vous rappelle que la Commission européenne, au mois de mars dernier, Neelie Kroes a lancé son programme de la coalition digitale avec 900 000 emplois à la clé. Hein, je rappelle, le numérique est un des quelques secteurs en croissance dans notre Europe. Donc voilà, c'est l'objet d'investissement et peut-être de redressement et de compétitivité. Serge, je te prie de faire l'exercice auquel se sont pliés tous nos parrains et d'appeler le vainqueur du prix économie. Alors, j'ai le plaisir d'appeler Maud Beau pour UFO. Alors, bonjour, félicitations. Prenez le micro. Expliquez-nous peut-être voilà, la signification à la fois du UFO et l'écosystème autour duquel vous travaillez. Alors en fait, UFO, c'est pour Urban Fabric Organisation. Nous, en fait, on est issus du monde de l'architecture et l'urbanisme. Et face au contexte à la fois urbain, sociétal, face à un monde qui est à la fois tangible et numérique, on s'est dit que l'urbanisme, tout simplement, il ne pouvait plus se concevoir de la même manière et il fallait réinventer cette pratique qui se fait aujourd'hui énormément entre experts. Et finalement, on s'est un peu retrouvés dans le milieu de l'innovation. On s'est associé avec des acteurs du numérique pour justement essayer de penser de nouveaux outils, essayer de penser la ville intelligente, mais pas la ville intelligente justement entre experts avec ces nouvelles technologies, des capteurs dans toute la ville, mais la ville intelligente complètement reliée avec la société civile et essayer de penser au plus près finalement les besoins et les usages des citoyens pour essayer de faire une ville et de développer en fait l'empowerment des territoires. Et finalement, on en est arrivé à faire, on a fait plusieurs outils, mais là, pour le coup, ça c'est l'outil Ville sans limite, et c'est une application qui permet de consulter les imaginaires des citoyens en amont des projets urbains, donc bien avant que l'architecte ou l'urbanisme ne dessine le projet. On permet en fait, avec une application qui est extrêmement simple d'utilisation, il y a des enfants qui l'utilisent, de créer une image extrêmement réaliste, hyper réaliste, de ce que pourrait être le futur d'un territoire. Donc voilà, on avait en fait fait un prototype qui avait été présenté à Futur en Scène et on remercie les territoires aujourd'hui qui nous ont permis de concrétiser ces projets-là sur des projets très concrets, notamment à Rennes Métropole, sur le parvis de la gare sud, le parvis sud de la gare de Rennes. Et là, il y a bientôt l'application qui va être mise en place à Montpellier. Donc voilà, on essaie on est très reconnaissant face à ces territoires parce que c'est pas forcément évident. On a vraiment une vision qui est de repenser complètement le travail de l'urbanisme et c'est très important d'avoir des territoires qui font ce pas en avant. Très bien, merci. C'est du collaboratif. En fait. Exactement, c'est des outils d'urbanisme collaboratif. En fait, à UFO, on essaie de développer des outils d'intelligence collective. Voilà. Vous avez d'autres exemples à part Rennes Métropole ? Oui, en fait, là, le premier qui avait été développé, c'était Rennes Métropole. Là, on est en train de développer en fait un autre ville sans limite sur Montpellier, à Évreux et bientôt à Bordeaux. D'accord, très bien. Voilà. Félicitations. Bravo. On vous applaudit, on vous remet votre prix. La photo. La photo. Sans le micro. Le mot
Alors, merci à toutes et à tous de votre assiduité. Il est tard, c'est pas facile, c'est une première édition. Donc ça a été un vrai plaisir pour moi de faire ce forum à Compiègne avec le soutien du sénateur et président du Conseil général, que j'invite à me rejoindre s'il avait la gentillesse de nous donner un petit mot de la fin, un ressenti. Voilà, en toute... merci en tout cas, Yves, de ce soutien absolument important pour nous dans la dynamique qu'on a souhaité apporter sur les usages numériques. Bien, vous êtes déjà très impatient de regagner vos diverses fonctions. Moi, je tiens tout d'abord à remercier, bien entendu, mes équipes du Conseil général qui se sont mobilisées pour satisfaire cette ambition que je porte de développer les usages du numérique. Bien entendu, ensuite, après avoir remercié les miens, je dois me retourner vers ceux grâce auxquels nous avons pu parvenir à l'excellence et le plaisir partagé de ces 2 jours. Serge Pilisser et ses équipes, dans lesquelles j'avais détecté, il y a déjà quelque temps, de grandes capacités organisationnelles que j'ai pu parfois mettre en doute, mais qui aujourd'hui ont été levées, d'autant plus que je lui avais imposé un challenge assez impressionnant en lui offrant ce lieu magique qui est la salle de bal de l'empereur. Il était donc obligé de mener la danse de manière parfaite, ce qu'il a réalisé. Il a pu le réaliser parce qu'au-delà de ses qualités personnelles, c'est un homme de réseau. Et comme tous les hommes de réseau, il s'est toujours trouvé les bons supports pour éclairer les sujets qu'on lui confie. Et par là, je voudrais remercier la qualité de tous les intervenants, des praticiens aux philosophes, aux sociologues, en passant par le monde de l'éducation et de la santé, puisque vous avez su mobiliser le préfet de la santé de la région Picardie autour de notre ambition pour faire la démonstration que, après tout, moi qui suis un homme de réseau, mais non pas de réseau d'influence comme vous, Serge Pilisser, mais un homme qui défend le déploiement des réseaux très haut débit partout sur le territoire, j'avais aussi l'ambition de faire la démonstration que, à la fois les réseaux et les usages, ce sont après tout les 2 faces d'une seule et même pièce, et qu'il fallait donc cheminer ensemble. Et puis, comme je suis aussi un élu national, mais aussi un élu territorial, j'ai été sensible à la lauréate du prix de l'économie qui a parlé de l'intelligence collective. Moi, je suis persuadé qu'il existe aussi une intelligence des territoires dans cette République que je crois aujourd'hui décentralisée et qui doit nous en apporter la démonstration. Et le numérique est un outil fabuleux pour que les femmes et les hommes qui vivent sur ces territoires soient davantage des citoyens acteurs, c'est-à-dire des citoyens collaboratifs, qui nous aident à nous, les élus, qui avons pour ambition dans ce département à ressembler aux compagnons du devoir. J'ai choisi comme logo pour illustrer le département ce petit symbole qui est le quadrilobe. On m'a opposé des objections. Vous faites la promotion d'une culture certes dominante, mais religieuse dans sa conception. Il a dit non, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit simplement de mettre en valeur ces artisans de l'harmonie et de l'excellence qui étaient les compagnons du devoir et qui étaient celles et ceux qui, à force de travail, d'échange et de partage, finissaient par tutoyer l'excellence et l'harmonie. Eh bien, soyons aujourd'hui un peu les compagnons du devoir du numérique. Merci à vous. Merci, merci Monsieur le Sénateur. J'ai le plaisir de vous remercier, de conclure, de vous donner rendez-vous. J'ai oublié une chose. Rendez-vous l'année prochaine. Je sentais Serge Pilisser très inquiet. Rendez-vous l'année prochaine. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine et le sénateur vous enverra un petit mot pour vous donner la date. Merci Yves. Merci, bonne soirée. Merci.